comment allez-vous? Nous allons commencer avec les informations, la mise à jour de ce qui se passe dans le monde. Bienvenue, merci d'être ici. Si tu viens d'arriver, mets un like, partage et bon, nous allons commencer, nous sommes sur le point de débuter. J'espère que tu es prêt, que vous êtes prêts ici dans la communauté. Le chat a toujours une participation importante lors des directs. Donc vous le savez déjà, laissez votre commentaire sert aussi à ce qu'on puisse vous lire. À la fin, nous passerons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Il y a des affrontements énormes et il y a déjà des estimations sur ce qui va se passer. Cette semaine, nous allons aussi entrer dans les détails de ce qui se passe au niveau international sur différents sujets. Mais pour commencer, comment évolue ce conflit ? Regardons cette image qui a surpris tout le monde aujourd'hui. Une explosion assez intense dont, pour l'instant, on ne savait pas clairement quel était l'objectif. Cela s'est produit au-dessus de l'Iran. Selon les rapports, des missiles des États-Unis et d'Israël auraient frappé des bases militaires du régime iranien à Desful. Impressionnant. En plus, je veux que vous écoutiez la voix de la personne, comment elle réagit. Écoutez ceci. Impressionnante cette explosion. Vous voyez des choses qu'on n'avait jamais vues. Tout simplement, non, c'est tout simplement ce qui se passe. Et maintenant aussi. Ce moment a été signalé, regardez ce qui a été capturé. Il est certain qu'ils signalent un système israélien du système Arrow 3. C'est le moment, regardez comme c'est spectaculaire. D'abord, le missile qui entre dans l'atmosphère, le missile balistique passe au-dessus de l'atmosphère, puis il entre sur Terre. Il entre dans l'atmosphère. Mais à ce moment-là, il a été détruit par les systèmes d'interception. Les systèmes de défense, dans ce cas, l'Arrow 3, simplement il disparaît. C'est vraiment hallucinant ce qui se passe. Et aussi, sur ces images qu'on peut voir, on a montré comment. Les forces de défense israéliennes auraient attaqué le pont de Casamia, c'est-à-dire dans le sud du Liban. On avait déjà dit que ce pont allait être attaqué, il a finalement été détruit dans cette zone du sud. Pour empêcher le Hezbollah de passer facilement vers le sud, vers la frontière avec le nord d'Israël. C'est aussi une partie de ce qui se passe dans le monde, mais regardez, allons au détail. Non, n'allons pas au détail. Merci de nous accompagner ce dimanche. Nous avons quelques détails sur ce qui se passe en Israël. Ils ont bombardé des centres militaires à Téhéran. Vers la capitale, une série d'attaques est signalée dans cette région du monde où Israël a lancé des attaques aériennes contre des installations. En pleine quatrième semaine, la quatrième semaine de guerre commence. La tension monte avec des menaces mondiales qui pourraient impacter l'économie, l'énergie, la sécurité internationale. Israël a attaqué des bases militaires, des usines d'armes et des centres de renseignement à Téhéran cette nuit. De ce qui est du samedi au dimanche. Dimanche 22 mars. Un grand salut à Élysée, premier commentaire de la journée, jusqu'en République dominicaine. Énorme salut aussi à Panterita. Comment vas-tu, Panterita ? Salutations à ceux qui ont laissé les premiers commentaires. Aujourd'hui, dimanche, nous publions plus tard, mais habituellement les mises à jour sont tôt. Un autre sujet notable, le quartier général du renseignement et les centres de commandement de la sécurité intérieure ont été attaqués. Et petit à petit, on essaie au moins d'affaiblir la partie renseignement, la partie organisation qu'a l'Iran. Est-ce que cela va porter ses fruits ? Est-ce que cela va donner un résultat pour qu'on arrive à un cessez-le-feu ? Ou est-ce que cela ne va tout simplement pas arriver ? Hier, Bazar Gajic, le ministre des Affaires étrangères, disait qu'ils ne comptent pas avoir, qu'ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Point. C'est tout. Hier, les États-Unis ont lancé un message de 48 heures, 24 heures se sont déjà écoulées. Demain, ces 48 heures seront terminées. Et ce qu'ils ont dit maintenant, le message que l'Iran a donné, l'Iran, est le suivant. Avant d'aborder les détails de leurs actions et attaques, il faut noter qu'aujourd'hui, les Iraniens, eux aussi, auteurs d'attaques, ont fait cette déclaration.
Ils disent donc d'accord. Ils reçoivent le message de Donald Trump, selon lequel soit ils libèrent le détroit d'Ormuz en 48 heures, soit ils vont attaquer les centrales électriques que l'Iran possède à différents endroits de ce pays, les plongeant dans l'obscurité. Mais aussi les usines de dessalement, c'est-à-dire que de nombreuses zones importantes d'Iran dépendent, leur eau potable dépend de ces usines de dessalement. Donc évidemment, cela a suscité de la controverse, évidemment. Qu'a-t-il dit aujourd'hui? Iran aujourd'hui, le 22 mars, il est rapporté qu'ils auraient dit que si, dans le cas où les États-Unis attaquaient ces centrales électriques, eh bien la stratégie de l'Iran sera cette fois de fermer à 100%, parce qu'en ce moment, ils disent que ce n'est pas fermé à 100%. Ils annoncent désormais la fermeture totale du détroit d'Ormuz. Si cela devait arriver, c'est-à-dire du jour au lendemain, on perdrait, au moins momentanément, mais peut-être pendant des mois, 1/5 du pétrole mondial. Et là, ça aurait un effet immédiat sur les prix, c'est pourquoi nous attendons de voir comment vont évoluer, comment seront les prix du pétrole. Dans un instant, aujourd'hui dimanche après-midi. Pour nous ici, de ce côté du monde, non, nous sommes dans le nord-est du Mexique. Près, nous sommes ici à Monterrey, pour ceux qui nous regardent depuis d'autres pays et qui ne savent pas où cela se trouve. Eh bien, c'est dans le nord-est du Mexique. Disons que si vous situez le Texas, eh bien, c'est juste à côté du Texas. Oui, et donc voilà. En fait, le fuseau horaire des Japonais va nous permettre de voir comment sera demain. La question du pétrole n'est pas encore ouverte pour l'instant. Nous attendons qu'elle le soit. Et alors, je pourrais vous dire, bon, vous savez quoi? Eh bien, il semble que le prix va s'envoler, mais pour l'instant, il est à 112 comme il l'était vendredi. Alors, comment ça va, Salvador? Très bonne salutation aussi depuis la République dominicaine, excellent, jusqu'au Chili. Comment vas-tu, Monisha, Vicky, salutations. Francisco Arce, comment vas-tu? Que se passe-t-il? Nous avons déjà vu l'intérieur de l'Iran, non? Quelles attaques ont eu lieu? C'est bien le quartier général du renseignement, sinon non. Jusqu'à présent, on commence aussi à rapporter ce qui s'est passé à l'intérieur d'Israël. Hier, journée difficile pour certains endroits, surtout pour le sud d'Israël, parce qu'il y a eu plus de 140... Oui, c'était vraiment terrible. Maintenant, c'est déjà passé. En ce moment même, on signale à l'intérieur d'Israël des attaques avec ces ogives, des ogives à fragmentation comme on les appelle. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ce que l'on sait sur ce sujet, non, et nous allons commenter les réactions qui sont attendues. Aussi, que se passe-t-il avec le Royaume-Uni, car il était déjà évident que le Royaume-Uni allait s'impliquer dans le conflit. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont déjà lancé 2 missiles balistiques sur Diego Garcia, une île britannique. Bien que les missiles aient manqué leur cible, les alertes sont lancées. Il y a aussi des mouvements au Royaume-Uni dont nous avons discuté. Mais pour commencer, regardez, il a été rapporté en Israël que ces bombes à sous-munitions ont été lancées. L'attaque, d'après les rapports, aurait eu lieu à Tel Aviv. Les sous-munitions se sont dispersées, c'est-à-dire, comme vous le savez, le missile s'ouvre en l'air et projette. Ce sont comme des sphères qui sont des sous-munitions, parfois ce sont d'autres explosions, parfois c'est du matériel chimique incendiaire, parfois ce sont des explosifs avec des éclats, donc ce sont différentes choses. Il est rapporté qu'il y a actuellement 15 personnes blessées, oui, l'une d'entre elles est dans un état grave. Oui, à propos des bombes à sous-munitions dans des zones résidentielles, causant des dégâts aux maisons et rues. Les services d'urgence signalent plusieurs blessés qui ont été immédiatement transportés à l'hôpital. Le conflit a déjà fait jusqu'à présent 4500 personnes hospitalisées. Oui, en grande partie oui. Les civils tentaient de rejoindre leurs abris, c'est-à-dire pas tant à cause de l'explosion, mais plutôt à cause de la précipitation pour atteindre l'abri. Eh bien, ils tombent, se blessent ou ont des accidents de ce genre. La majorité jusqu'à présent, c'est le rapport qu'il y a actuellement. Aussi, précédemment hier, il y a eu une attaque vers Dimona et vers Arad, où il y a également eu de nombreux blessés, parmi lesquels des enfants. N'ont-ils pas lancé 400 missiles depuis l'Iran depuis le début de la guerre, 400 missiles en plus, eh bien, de nombreux drones aussi, n'est-ce pas?
Alors, dans ce sens, le conflit continue d'avancer, mais c'est-à-dire qu'il continue de s'attaquer et cela ne s'est pas arrêté. Passons maintenant à la réaction du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni serait déjà en train de préparer ce sous-marin. Voyons si je peux le voir par ici. C'est le sous-marin sur lequel ils vont sûrement faire un reportage. Voyons si on peut le montrer. Pose ici pour voir. On le laisse là, non ? Le Royaume-Uni a déployé un sous-marin à propulsion nucléaire appelé HMS Hanson dans la mer d'Arabie. Ceci serait en préparation d'un possible conflit avec l'Iran. Il est probable que le Royaume-Uni soit déjà sur le point d'entrer. Où se trouve la mer d'Arabie? Où ce sous-marin a-t-il été déployé? Eh bien, allons sur la carte. La voici. Le golfe Persique est également connu sous le nom de golfe arabique. Oui, donc, eh bien, voilà, non. D'abord, ils entrent par la mer d'Arabie, oui. C'est bien, une partie de l'océan. Oman, qui est ce petit bout, voici le détroit d'Ormuz, celui-ci, Y luego acá golfe Persique, ou aussi connu sous le nom de golfe arabique. Alors, en théorie, le sous-marin passe par ici pour entrer donc dans cette zone là où il pourrait être en train d'opérer. Pour l'instant, il n'est pas clair s'il est déjà dans le golfe Persique ou s'il se trouve encore dans une autre mer. Arabique, et c'est l'endroit où il se trouve, où il rencontre la mer, c'est ici qu'il va rester, n'est-ce pas? Bien que certains rapports parlent étant du golfe arabique, je pense qu'il ne sera pas déployé là-bas. Mais bon, on verra bien, non. Au final, eh bien, le fait, non, quand nous verrons déjà l'annonce. Et si jamais ils préviennent, parce que je dis aussi que c'est une guerre, non, ils ne vont pas forcément dire où ils sont, je dis aussi que s'il s'agit de ça, la discrétion arabe dans les sous-marins, ce n'est pas de se cacher, mais d'annoncer où, bon, plus ou moins dans la région, au moins, oui, ils vont probablement en parler. Cela aussi fait partie de ce à quoi on peut s'attendre en ce moment. D'un autre côté, il y a bien déjà un avertissement que le prix du pétrole continuera d'augmenter à cause de cette escalade. Alors allons dans le détail de ce que l'on sait jusqu'à présent. D'après ce qui est rapporté en ce moment, il y a plusieurs éléments déclencheurs dans cette affaire. Au final, ces affaires aussi, je parle du pétrole, non, et donc les compagnies pétrolières vont évidemment chercher à augmenter le prix. Alors il y a un intérêt, au moins pour de nombreux groupes, à faire monter le prix du pétrole. Et en même temps, l'Iran ne semble pas céder. Les États-Unis non plus, ils ne vont pas céder non plus. Ce qui va arriver dans les prochaines heures, d'ici à demain, c'est probablement qu'on commence à donner un signal que le prix va augmenter. Il pourrait libérer plus de réserves pour faire baisser le pétrole, et l'une de ces mesures pourrait surprendre. Mais l'infrastructure énergétique, l'infrastructure technologique liée au centre de données situé en Arabie Saoudite et dans ces régions pourrait être affectée et, avoir aussi un effet domino. Les analystes de Tony Scarmore de EG Markets auraient dû déclarer que la menace générée par ce conflit. Les États-Unis disent que c'est une bombe à retardement, dans laquelle, ils pensent qu'avec ce dernier coup de Trump, cela va s'accélérer encore plus. Amrita Sen, fondatrice d'Energy Aspects, aurait également déclaré « Cela signifie clairement une escalade supplémentaire, ce qui se traduit par des prix du pétrole élevés. » Cependant, elle dit que ceux qui pensent que cela va se calmer ou que l'Iran va céder à un moment donné, elle pense au moins qu'ils se trompent, qu'ils ne vont pas céder. En gros, cela signifie que des prix élevés arrivent. Point final, voilà, essentiellement. Et cela va dépendre de la fermeture de la station Hermos. Si Donald Trump tient sa promesse, s'il fait ce qu'il a promis, c'est-à-dire attaquer les centrales électriques, attaquer les usines de dessalement, mais la station Hermos, oubliez, elle va rester fermée un moment. Et sinon, il se peut qu'ils commencent aussi à tirer sur les raffineries et les dépôts de pétrole. Et là, ils frappent partout. Quelle capacité! Ils ont déjà montré que, ça peut arriver, non? Maintenant, pourquoi voudraient-ils, dans le cas par exemple du Royaume-Uni, pourquoi veulent-ils un pétrolier? Ici,
En gros, le pétrolier sert à faire plus ou moins la même chose que ce que font les États-Unis et ce qu'a fait Israël attaquer. C'est-à-dire qu'il dispose de missiles à capacité de précision pour continuer à attaquer. Surtout des points où opèrent les vedettes, où se trouvent les dépôts, où il y a des drones, où l'on pense qu'il y a des drones, non, et c'est ce qui va commencer. En fait, on a déjà commencé ce week-end à attaquer cette zone dans l'idée de diminuer la puissance que pourrait avoir la garde révolutionnaire iranienne. Dans cette zone, il y aura des endroits très cachés, peut-être n'est-ce pas, mais au moins on va essayer d'affaiblir cette zone. Cela dit, envoyez-le dans le sous-marin, parce qu'il est clair qu'ils n'envoient pas ou ne veulent pas envoyer de troupes. Et aussi, comme le dit bien ici Javier, c'est aussi une partie symbolique. C'est-à-dire, c'est comme faire comprendre aux États-Unis qu'ils sont avec eux. Non, pour que Trump ne se fâche pas trop en disant qu'on ne l'aide pas, je ne sais pas quoi, non. Donc c'est un peu ça aussi, non. C'est-à-dire aller dans le sens de Donald Trump, et en plus montrer aussi aux Iraniens qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec le lancement de ces missiles. En ce qui concerne Diego de Garcia, non. C'est-à-dire, ce week-end, 2 missiles ont été lancés, et cela a surpris parce qu'ils étaient dirigés vers cette zone. Oui, c'est-à-dire, ils ont visé cette région du monde, ici, cette zone, qui est là où se trouve, Diego de Garcia. Et la base militaire conjointe avec les États-Unis, non, même si c'est un territoire du Royaume-Uni, c'est une base conjointe avec les États-Unis. Alors, cela n'a évidemment pas plu au Royaume-Uni, parce qu'ils ne se sont pas impliqués directement dans la guerre, non. Enfin, du moins, c'est l'idée qu'ils ont. Non. S'ils ne se sont pas impliqués dans la guerre, pourquoi? Pourquoi les attaquerait-on, non? C'est du moins ce qui est rapporté actuellement. Une autre chose qui attire aussi mon attention aujourd'hui, c'est que le chef des services de renseignement turc reçoit le leader du Hamas. Le désarmement du Moyen-Orient n'est pas inclus dans ce résumé, mais bon, il y a une réunion qui attire l'attention. Évidemment, la Turquie veut aussi influencer ce qui se passe. Dans cette idée que le Hamas et ce groupe radical se désarment à Gaza. Vous avez remarqué que, du moins jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé de Gaza, n'est-ce pas? Et les membres du Hamas ont même critiqué les Iraniens en disant qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'ils attaquent les pays arabes. C'est un sujet qu'ils ont aussi rendu public, et cela attire également l'attention dans toute cette tension qu'il y a eu, n'est-ce pas? Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est ce message donné par le porte-parole de l'Iran. Je n'ai pas le doublage cette fois, mais j'ai le message complet. Écoutons un extrait, merci. C'est juste pour voir comment ça sonne, non? L'affaire, c'est que le porte-parole de la garde révolutionnaire islamique a averti les Émirats arabes, attention, les Émirats arabes unis, que si une agression est lancée depuis leur territoire contre les îles iraniennes d'Abu Musa et de Grande Tombe dans le golfe Persique, l'Iran dit en gros qu'il va lancer des attaques dévastatrices. Cela survient après que la garde révolutionnaire a tiré des centaines de missiles sur les Émirats arabes unis. Ils disent qu'après qu'un État ait lancé des missiles, si on les attaque, ce sera encore pire. N'est-ce pas? Je pense que les pays arabes savaient déjà ce qui allait se passer, ils savaient que c'était une possibilité. En fait, pourquoi achètent-ils tous ces systèmes de défense dans les pays arabes? Qui est leur ennemi? Oui, avec ça, ils s'entendent très bien. Voilà qui est leur ennemi, non? Tout cet investissement de milliards de dollars qui a été fait pendant des années, disons qu'il commence à porter ses fruits, dans le sens où la majorité des attaques ont été détruites en plein vol. Dans la prochaine phase, celle qu'ils vont entamer, les pays arabes commencent déjà à agir contre l'Iran. Je veux dire directement, non. Bon, passons à un autre sujet. Il est toujours prêt et en réalité, ces jours-ci, il est prêt à la possibilité d'une agression. D'après ce qui est rapporté, le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre cubain des Affaires étrangères a donc affirmé qu'il se prépare à une possible agression militaire des États-Unis.
Enfin, cela sont aussi tres États-Unis. Oui, c'est-à-dire nous parlons de Carlos Fernandez Cosio, ou Cosio, qui serait plutôt le vice-ministre des Relations extérieures de Cuba. Il a rapporté dans cette interview qu'on lui a faite, où il dit qu'ils sont déjà préparés à une attaque militaire des États-Unis. Ils y croient à Cuba. Au moins, le régime croit qu'il pourrait être attaqué par les États-Unis. À cause de ce qu'ils ont vu au Venezuela, à cause de ce qu'ils ont vu, évidemment, en Iran. Ils disent essentiellement qu'ils ne veulent pas être naïfs et ne pas se préparer. Non, ils disent qu'ils sont en train de se préparer. C'est l'un des messages lancés aujourd'hui par ce vice-ministre. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi cette image qui attire l'attention. Ces vidéos ont beaucoup circulé où l'on voit des personnes iraniennes qui prennent la photo. Bien sûr, ici, nous voyons un exemple. Ils ne prennent pas la photo, non. Et ce que demandent les Israéliens, c'est « prends une photo de ta photo ». Vidéo. Partout où ils voient un lanceur, s'ils voient passer un lanceur par là, ils prennent la photo et ils l'envoient à une certaine adresse email où il suffit juste de prendre la photo. Automatiquement. Toutes les informations sur l'endroit où se trouve ce lanceur sont déjà envoyées. Écoute, le lanceur est en train de bouger, il avance, ce n'est pas grave, parce qu'ils ne tireront pas là où la photo a été prise, mais enverront des drones pour enquêter. S'il faut soit le lanceur, il le frappe non. C'est ça où ça bêtait en grande partie la façon dont ils ont pu attaquer tous les lanceurs que possède le régime iranien. Les mêmes personnes envoient dans des photos de leur emplacement dans leur propre lieu. Ils signalent sûrement via le canal Telegram, un canal Telegram évidemment lié au Mossad. Ils ont donc demandé ça, pas que les gens leur envoient la photo et qu'eux s'en occupent. En assurant que les véritables héros de cette victoire sont le peuple iranien, c'est-à-dire la population qui a soutenu la chute de ce régime. Eh bien, on l'a vu en partie dans cette explosion au début. Si vous êtes là depuis le début, c'est impressionnant de voir les gens célébrer ce genre d'explosion. N'est-ce pas? C'est incroyable, non? Maintenant, un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est cette vidéo. Celle-ci, on peut la voir ici. C'est cette vidéo où l'on voit, certains groupes de musique, des influenceurs et des influenceuses qui sont arrivés à Cuba. Dans l'idée de protester contre le blocus, je ne sais pas quoi, mais les gens à Cuba se plaignent. C'est qu'ils les logent dans un hôtel de luxe, ils leur donnent toute l'électricité, tous les luxes. Non. C'est essentiellement pour donner un peu plus de vie au régime cubain, non? Donc, cela a suscité de l'indignation. On voyait là le leader de Podemos, on voyait là un des leaders de Podemos, Paz Iglesias, non? Il y avait aussi celui de Quina, non? Celui-là qui est, je veux dire, un musicien très intéressant, tout ce que tu veux, mais bon, tu es en train de donner, tu es critique ici avec ta musique, donc ce critique du gouvernement, des gouvernements, critique du fascisme, mais tu soutiens un fascisme de gauche et un fascisme de droite et un fascisme de gauche, et dans ce cas, évidemment, cela a dérangé. Cela a suscité beaucoup d'indignation, aussi bien à droite qu'à gauche. De sa part qu'il soit, disons, en train de montrer ce genre de message. Non, parce qu'au final, cela reste quand même un type de gouvernement fasciste. Maintenant, un autre sujet qui attire aussi l'attention, pas seulement dans ces messages, c'est qu'on cherche, du moins en ce moment, une possibilité de négocier la sortie du pétrole via d'autres pays. Disons des pays secondaires, ou disons qui n'ont pas de lien direct en même temps, non. Un sujet qui, va sûrement offrir quelques opportunités d'affaires pour certains pays. Si cela ne s'aggrave pas davantage, il faudra voir comment la semaine évolue pour commencer, et nous en parlerons un peu plus tard. Passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants.
Il dit qu'il y a eu un assez fort séisme. Non, il n'y a pas eu qu'un seul séisme. Il y en a eu plusieurs. 3 séismes jusqu'à présent. 3 séismes de magnitude 6. Oui, c'est ça. Dans le Pacifique, la possibilité de tsunami a déjà été annulée, mais dans cette zone, regardez le nombre de grands séismes qui se sont produits. Ça, c'est un séisme. Celui-ci est un séisme de magnitude 6. Celui qui est ici est un autre séisme de 6, et il y en a un autre qui est aussi de 6. C'est-à-dire ces trois-là, 1, 2, 3, très proches ici, de magnitude 6, 6,3 celui-ci, 6,2 celui-là, et un autre de 6,2 qui est un peu plus à l'ouest. Cela s'est produit près de Tonga, près de Samoa par exemple, mais là-bas se trouvent les îles Samoa, là dans le Pacifique, où il y a une activité énorme. Tous les séismes, les 3 séismes, en plus de cela, il y en a d'autres, n'est-ce pas? Il y en a d'autres de 5,7 par exemple, 5,6, etc. Tous les séismes, des séismes, à une profondeur d'environ 10 km assez fort. Non, les séismes, non. Eh bien, ça aussi, ça attire l'attention, ce n'est pas bon. Ça fait partie de ce qui se passe dans cette région du monde. Nous ne nous attendons pas à des dégâts. Du moins, pour l'instant, il n'y a pas de rapport de dégâts. Ce sont des îles qui n'ont pas de grands immeubles, évidemment. Ce sont plutôt des petites maisons, des petites maisons. Le problème, c'est qu'en cas de tsunami, il n'y a rien. Donc cela peut être plus dangereux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de variation importante sur les capteurs que possèdent ces bouées. Et donc, au moins pour l'instant, aucun tsunami n'a été signalé. Non, je pense qu'il ne sera pas signalé, car plusieurs heures se sont déjà écoulées, donc eh bien, il faut aussi en tenir compte. Passons à d'autres sujets importants. Il y a un message de l'OTAN qui attire l'attention. Marut, qui a été plutôt discret, même s'il a déjà commencé à faire des déclarations, commence à sortir un peu plus. Il a été beaucoup interrogé par certains médias. Regardez, ici j'ai une interview que j'ai faite aujourd'hui à... Si je la mets comme ça, juste pour plaisanter, mais regardez, la voilà. Il était interviewé sur Fox News et, en gros, on lui demandait carrément ce qu'il en pensait. Trump disait qu'ils étaient des lâches. Non, eh bien, évidemment, ils ne disent rien sur Trump. Et il esquive la question, il tourne autour, et encore une fois, il évite de répondre. Parce qu'il les a traités de lâches et a dit que l'OTAN était un tigre de papier. Non, franchement, ce n'est pas difficile d'être le chef de l'OTAN. En ces temps où le principal pays, celui qui contribue le plus à l'OTAN, est apparemment aussi le plus critique et le plus anti-OTAN, n'est-ce pas ? Donc oui, c'est vraiment incroyable, parce que l'OTAN ne me rend pas les services que je veux quand j'en ai besoin à ma convenance. Mais l'OTAN a aussi ses règles et ses intérêts, et cela n'en fait pas partie. Non, la question de l'Iran. Marut, du moins pas pour l'instant. Il insiste sur le fait que l'opération à Washington et avec ses alliés est essentielle pour protéger Israël et la région en Europe. Et que, eh bien, pour l'instant, ils sont simplement en train d'analyser la situation. Lors d'une interview avec Fox News, il a soutenu que la campagne menée par le président Trump répond à un besoin stratégique. Et est-ce crucial que le président des États-Unis fasse cela pour éliminer la capacité nucléaire et la capacité de missiles balistiques ? Le chef de l'Alliance Atlantique a insisté sur le fait que l'ampleur du risque dépasse le Moyen-Orient. C'est une menace existentielle pour Israël, une menace pour la région, une menace pour l'Europe, pour le monde entier. Eh bien alors, si toi en tant qu'OTAN, tu reconnais que c'est une menace pour l'Europe, et nous, pourquoi n'agissez-vous pas si c'est bien ainsi que vous le voyez officiellement ? Où sont les actions, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas qualifier cela de menace puis dire qu'on ne peut rien faire. C'est une erreur. Nous avons surtout pensé au fait que cette zone de Chypre a été attaquée, elle a été attaquée 3 fois en direction de la Turquie. Mais il y a 2 forces, une force qui est les États-Unis disant « aidez-moi » et une autre force qui est la Turquie, qui fait aussi partie de l'OTAN. Il dit « ne t'en mêle pas, d'accord ?» Et d'autres pays comme l'Espagne, d'autres pays qui disent qu'on ne peut pas se mêler du sujet. Point, non.
qu'un rapport de la DEA, dans laquelle, dès qu'il trouve des liens terroristes, financiers et militaires que Maduro consolidait avec l'Iran. Évidemment, à l'époque où il était, disons, le responsable du Venezuela. Le document à Humanos a montré, sur 28 pages, qu'il s'agit spécifiquement des Vénézuéliens. Le régime vénézuélien, à son époque, avait une relation claire avec les Iraniens dans laquelle la question s'est consolidée. Ici, depuis le Venezuela, on nous disait cela et la communauté vénézuélienne qui s'est rapprochée depuis des années nous dit aujourd'hui, PP en direct, qu'il y a clairement une relation très étroite entre les groupes iraniens et les autorités vénézuéliennes. N'est-ce pas ? Depuis un certain temps, on était déjà au courant de ce sujet, mais maintenant cela commence à se révéler peu à peu. Eh bien, jusqu'à quel point tout cela allait ? Bon, voilà. Selon ce qui est exposé dans l'Alliance Maduro, l'Iran aurait créé un réseau criminel mondial qui ébranle la sécurité de l'Amérique, pas seulement celle du Venezuela. Le rapport de la DEA révèle comment le Venezuela et l'Iran ont construit un réseau criminel international. Les enquêtes avertissent de risques directs pour les pays d'Amérique latine, ainsi que de risques directs pour les États-Unis. Le document de la DEA est basé sur une étude et une enquête qui ont généré 3000 dossiers, dans lesquels cette alliance stratégique est détaillée. Dans ces 28 pages, ils essaient de résumer ces 3000 documents. Des opérations visant à contourner les sanctions ont été identifiées grâce à des réseaux financiers. Le Panama est utilisé pour éviter certains aspects des sanctions et du blanchiment d'eux. Dubaï est utilisé, ainsi que Hong Kong, Panama, Dubaï, Hong Kong sont des éléments clés dans ce réseau criminel. L'Iran aurait également reçu un soutien clé pour son programme nucléaire, par exemple l'accès à de l'uranium vénézuélien, avec des réserves estimées à environ 75 000 tonnes. Imaginez-vous, il est également documenté le transfert de 75. Nous allons le répéter, c'est impressionnant. 1000 tonnes, c'est-à-dire, c'est scandaleux qu'on sache qu'ils ont 9 tonnes d'uranium, bien sûr, déjà de l'uranium, qui sont à différents stades d'enrichissement, qui vont de 3% pour cette nouvelle tonne jusqu'à 1012%, et ensuite, en plus, 400 kg à 60%, ce qui est la partie la plus préoccupante. Mais en dehors de cela, de ces 9 tonnes, ils parlent d'un processus minier dans lequel ils auraient des réserves estimées à 75 000 tonnes. Ahora, Ce sont les réserves que possède entièrement le Venezuela. C'est ce qu'ils disent. Ces 75 000 tonnes dépendraient de ce que l'Iran souhaite, ou dans tous les cas, peut-être la Russie. Du moins pour l'instant. En théorie, les Iraniens n'y auront plus accès, du moins c'est ce que l'on pense. Il est également en train de se connecter à d'autres organisations en Amérique latine, y compris les dissidences des Fax. Les cartels mexicains, attention à cela, créent un système hybride entre groupes terroristes, cartels politiques, financiers, etc., etc. C'est un réseau qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et si tu les laisses un moment, ils continuent de grandir, et à un moment donné, ils allaient devenir quelque chose de plus. Peut-être qu'ils ne sont pas encore très dangereux. Le rapport avertit également qu'il existe une alliance qui représente une menace structurelle pour la sécurité de l'hémisphère. S'il n'y avait pas de fait ici, s'il n'y avait pas de fait clair, eh bien on ne pourrait rien dire. Eh bien, cela fait partie du récit pour dire que ceux-ci sont les méchants, que ceux-là sont les gentils. Non, ici il n'y a ni méchants ni gentils. Ici, il y a simplement des groupes de pouvoir, et certains sont des groupes de pouvoir clairement impliqués dans le crime, comme dans ce cas. Mais il faut aussi dire que ce sont des groupes qui ont imité, attention, ils imitent d'autres mouvements que des pays du monde entier ont utilisés. Mais ici, cela a été fait et c'est documenté. Pour la même action, Gracia prenait de l'argent des cartels et vendait ce type de drogue. Puis, avec cela, il finançait des mouvements qu'il menait en Amérique centrale. Cela s'est déjà vécu et cela se passait aussi en Afghanistan. Et nous savons tous que ce sont des modèles qui ont existé
non seulement dans des groupes radicaux ou dans des groupes, disons, qui ont été ennemis de l'Occident. Mais cela a déjà été vu dans le pays précédent, dans d'autres circonstances, et ils vont de ville en ville, regarde, cela fonctionne, et alors des mouvements commencent à apparaître. Ainsi, en ce moment, ce qui est en train d'être démantelé, eh bien, c'est ce qui a grandi, possiblement depuis des décennies. Parce que si l'on compte depuis le début, quand c'était bien, eh bien, ça fait déjà un moment. Que tout cela est en train de se développer et qu'au moins ici, en Amérique latine, cela passe presque inaperçu. Pas par les autorités, parce que les autorités, dans certains cas, je pense qu'elles enquêtent et les services de renseignement des pays ici font un meilleur travail qu'il n'y paraît, même si parfois cela ne semble pas être le cas, mais je peux assurer qu'ils sont au courant de plus de choses qu'ils ne le laissent paraître. Souvent, ils n'agissent pas toujours comme il faudrait, mais ils coopèrent et agissent. Et dans tout cela, ce qui est commun, c'est-à-dire la majorité des gens, n'en ont même pas connaissance. Parce que ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup ici dans les médias, tu le vois et tu pourrais être choqué. Dans les médias, du moins dans les pays latins, on n'en parle presque pas. On n'aborde pas le sujet, à l'exception de quelques-uns qui en parlent, il y a des exceptions, mais bon, c'est vraiment super intéressant, franchement, ce qui se passe. Ce rapport, ce n'est pas parce que la dette le dit, mais simplement parce que c'est quelque chose qui est déjà connu, rien de plus. Simplement, c'est comme si maintenant il lui avait donné une forme, et ça montre qu'il y avait ou qu'il y a eu un « il n'y en a pas encore ». Un cancer terrible dans le sens où il avait commencé à croître et qu'il va peut-être continuer à croître, du moins pour l'instant. Ils essaient qu'il y ait un peu plus de connaissances sur le sujet, non ? Un autre sujet qui devra aussi être analysé, c'est ce que Maduro va déclarer, ce que tout ce réseau de chefs de cartel mexicains qui sont là-bas va déclarer et dont on ne sait pas encore grand-chose. Le gouvernement mexicain a décidé d'envoyer beaucoup de chefs de ce côté-là. Beaucoup d'entre eux parleront sûrement et donneront plus d'informations sur ce réseau et son fonctionnement. Parce qu'au final, plus ils donnent d'informations, plus ils obtiennent généralement de faveurs auprès de la justice américaine. Je ne sais pas, nous verrons peut-être un peu plus de ce sujet un peu plus tard. Passons à un autre sujet également important. Salutations à Bénédicte Adilson-Lup. En tant qu'État, passons à d'autres sujets. On signale un accident qui s'est produit au Qatar. Au Qatar, c'est un accident qui s'est produit avec un La Adilson comme à l'État, C et sûrement de l'Espagne, et La. Salutations, affaire de la ville, Adilson, Lap d'Adilson, comme de Turquie, salutations à la Turquie. Se serait-il écrasé lors d'une mission nocturne en pleine mer ? Oui, au moins 6 personnes auraient perdu la vie et une personne s'est portée disparue après l'accident. C'est un excellent militaire qui se trouvait dans les eaux territoriales du Qatar dans la nuit d'hier à aujourd'hui, a indiqué le ministère de l'Intérieur qatari. L'appareil, qui effectuait une mission de routine, est tombé en mer du côté qatari, mais il était opéré par un groupe militaire du Qatar et de la Turquie. Ils étaient ensemble. La coopération militaire entre la Turquie et le Qatar existe depuis plus de 10 ans, cela fait 11 ans que cette relation existe entre eux. Actuellement, le Qatar a un contingent de 3000 soldats dans ce pays. Les pays arabes, parce qu'ils en ont l'habitude. Tout à coup, c'était comme si, là-bas, ce sont presque des bases des États-Unis. Pas seulement les États-Unis. Ces pays, ce qu'ils ont fait avec le temps, c'est permettre à différents pays avec lesquels ils ont des relations d'avoir des bases militaires. L'une, c'est pour protéger le pétrole, mais aussi dans l'idée que s'il y a une guerre comme en ce moment, il n'y ait pas de tentation d'attaquer le Qatar de la part, par exemple, de l'Iran. Chose qui, clairement, n'a pas servi à grand-chose parce que, par exemple, la base des Français ne fait rien en ce moment et l'autre base du Royaume-Uni non plus. Ce n'est pas non plus très utile. Dans tous les cas, au mieux, ils pourraient utiliser des drones. C'est tout ce qu'ils pourraient en faire. Mais jusqu'à présent, cela ne se fait pas beaucoup. Dans ce sens, un autre sujet qui est également intéressant, c'est qu'il a été rapporté que
On a connu peut-être les pires inondations depuis très longtemps. À Hawaï, du moins selon les rapports, il n'y avait pas eu d'inondation de ce niveau au cours des 20 dernières années. Et donc allons dans le détail, n'est-ce pas? Ceci se passe déjà à Hawaï, allons-y. C'est sûr qu'ils rapportent, dans cette région du monde, à Hawaï, on signale les pires de ces dernières années. Ils assurent qu'il n'y a aucun moyen de décrire ce qui s'est passé. Les témoignages de la population font état des pires inondations depuis au moins 2 décennies. Par exemple, à Hau et dans d'autres zones insulaires, un système de tempête a provoqué des dégâts matériels très importants. On vérifie encore si d'autres personnes ont été touchées. Les crues boueuses auraient recouvert de vastes étendues du nord d'Ajao et les eaux ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes. Par exemple, dans le nord de Honolulu, environ 5500 personnes auraient dû être évacuées à cause de ces tempêtes. Je vous avais déjà parlé ici des inondations, de ce qui s'est passé à Hawaï et et là-bas en Indonésie. Le jour même où je vous en ai parlé, nous avons pu évoquer ces 2 situations. Ils ont déjà commencé à montrer certaines images sur les réseaux comme celle-ci. Ici, c'est une rivière qui a débordé, on le voit. Là, il y a une rivière sur le point de déborder. Là, il y a le pont, c'est aussi impressionnant. Ici, c'est celui-ci. Les mêmes fortes vagues qu'ils ont eues aussi à cause des pluies, ça les a touchés, d'après ce que rapportent les autorités. Ils avertissent pour qu'un barrage qu'ils ont là, qui existe depuis environ 120 ans, serait sur le point de céder, sur le point de se rompre. C'est aussi un autre des sujets qui attire l'attention. L'île de Maui. Les autorités ont également renforcé les alertes. La Haina, qui est encore en train de se remettre de ce qui s'est passé en 2023, un incendie qui a frappé fort. Pour l'instant, ils sont de l'autre côté. Donc ce qu'on a pu observer, c'est entre les mêmes personnes. Ils utilisent des tracteurs ou ce qu'ils ont pour aller les secourir dans les zones à risque. Les résidents qui n'ont pas évacué ont donc dû être secourus. En gros, il n'y avait pas d'autre choix. Et on leur demande de ne pas descendre, de ne pas s'approcher des zones inondées, parce qu'il est encore possible que d'autres inondations surviennent. Voyons si on y arrive, voyons. Pas la pluie d'avant. Nous allons voir ce qui pourrait arriver, voyons d'abord le satellite. Voyons s'il y a encore de l'activité ou non. En ce moment. Non, oui, c'est là, on n'arrive pas à voir. Les îles sont ici, voilà toutes ces îles. Ça c'est la tempête, voyons voir. Les dernières 24 heures, qu'est-ce que le satellite a enregistré? En ce qui concerne les pluies et les orages, ceux-ci, Hawaï, ce sont les îles hawaïennes. Attendez que ça charge, regardez-les et chargez-la. Le graphique ne vient pas de la fumée, c'est du newcast. Là ils sont, ça traîne encore pas mal. Voici ce qui se passe après 24 heures, mais derrière tout cela, il y a encore beaucoup plus de pluie à venir, donc voilà, c'est ce qu'ils disent. Le service météorologique national le dit. Il existe encore des possibilités que d'autres inondations se produisent, selon ce que dit aussi Tina Stahl, météorologue du service météorologique des États-Unis. Elle occupe le poste à Honolulu, et depuis là-bas, elle dit qu'il y a encore plus de tempêtes à venir. Donc voilà, c'est aussi important à prendre en compte là-bas, dans cet État des États-Unis. Passons maintenant à d'autres sujets, à d'autres questions importantes. Comment allez-vous? Bon week-end à toute la communauté qui arrive, qui se connecte ici. Merci beaucoup de nous accompagner. C'est dimanche et les dimanches aussi.
Nous essayons de vous apporter d'autres rapports, donc plus tard nous aurons une mise à jour sur d'autres sujets, un peu différents des habituels, mais évidemment nous serons aussi en train de mettre à jour. Les scientifiques ont découvert une planète qui, selon eux, n'entre pas ou ne correspond pas aux catégories de planètes connues, du moins jusqu'à présent. L'étude révèle donc qu'il existe aussi une diversité de planètes qui ne rentrent même pas dans le schéma connu. Non, ce que l'on sait à ce sujet est en train d'être développé, en train d'être étudié par l'université d'Oxford, l'une des plus anciennes d'ailleurs de la planète. Eh bien, ils assurent avoir découvert un type de planète en dehors du système solaire qui ne correspond à aucune des catégories connues jusqu'à présent. Tout d'abord, il contient de grandes concentrations de soufre dans les profondeurs de cet endroit, et en plus ils pensent qu'il pourrait y avoir du magma. Les scientifiques ont détecté qu'il possède une densité inhabituellement basse et une atmosphère dominée par des gaz de soufre, des caractéristiques qui ont essentiellement déconcerté les astronomes. Les résultats de l'étude ont déjà été publiés dans Nature Astronomy. L'étude découverte de la nouvelle planète affirme qu'elle a 1,6 fois la taille de la Terre et pourrait élargir de manière significative ce que l'on connaît actuellement sur la diversité des mondes dans la galaxie, c'est-à-dire à l'intérieur de la galaxie, mais avec une composition tout simplement étrange. Allons-y, et bien maintenant, passons aux commentaires. Un salut Benedicto, très bien. Et aujourd'hui c'est intense, pas les pluies, les orages par là-bas. Comme vous l'avez vu, comment sentez-vous que le conflit évolue? Pensez-vous qu'il va arriver? Et un peu de répit, quelques jours. Par exemple, même en Afghanistan, la situation s'est un peu apaisée. N'y a-t-il pas de cessez-le-feu temporaire? Nous en parlerons dans un moment. Attend-on des réactions de Netanyahou à l'attaque avec des bombes à sous-munitions, à ce qu'il a mentionné là-bas, ainsi qu'aux Iraniennes qui ont aussi... On passe au dimanche, sincèrement pour nous ici, surtout sur les questions internationales. C'est déjà lundi en fait. C'est-à-dire que pour moi le dimanche, c'est déjà lundi. Parce que, je dois déjà commencer à rapporter ce qui se passe. Le 23 pour l'Asie, ce qui se passe le 23 pour le Moyen-Orient, pour l'Europe, etc. Donc c'est déjà notre tour. En gros, c'est presque une journée entière, le matin, tranquille. C'est pour ça que le matin, on sort toujours le dimanche, on prend un peu le soleil. Là, on revenait de marcher un peu dans le parc, à prendre le soleil pendant 2-3 heures. Et puis, se changer un peu les idées, pas se changer des nouvelles, parce qu'évidemment, on doit lire énormément d'informations tous les jours, les analyser, faire des recherches, etc. Donc le dimanche, c'est toujours un petit moment de détente, mais aujourd'hui on est revenu. Et à partir de cette heure-ci, les mises à jour commencent. Parce que tout commence à bouger partout, n'est-ce pas? Surtout maintenant avec les conflits. Salutations, merci beaucoup. On essaie d'équilibrer comme on peut, mais on essaye aussi de se reposer un peu le week-end, même si ce n'est pas vraiment du repos. Je pense que parfois le vendredi est un peu plus tranquille. Il y a des fois aussi, dernièrement non, mais il suffit juste de regarder le prix demain. Bon, tout à l'heure... ¿Verdad? Nada más llegué al ratito. Mira. Voyons, à 9h, 8h30, il me semble qu'au Japon, il est 8h30 là-bas maintenant. Maintenant, le Japon. Cœur. Il est 5h35 du matin, 5678, c'est-à-dire dans environ 3 heures. Oui, dans 3 heures. Dans 3 heures, le prix du pétrole sera déjà fixé. Il est 14h35 ici. 14h35, 34h30. Nous ferons probablement une mise à jour à cette heure-là pour voir aussi comment ça commence et voir ce qui se passe d'autre à ce moment-là. Attendons une autre mise à jour plus tard et nous en parlerons, n'est-ce pas? S'il n'y a rien derrière, rien en attente pour le moment. Mais sur ce sujet, pas sur d'autres sujets, je pense que s'il y a une mise à jour sur d'autres affaires, nous allons vérifier ça tout de suite. Il dit. Il dit. Ça peut être oui, espérons-le. Qu'est-ce qui se passe? Benoît, très bon après-midi. À toi aussi. Comme vous le voyez, ce qui se passe à Cuba aussi, c'est-à-dire Cuba, je comprends que le régime en soi ne veut pas disparaître. Évidemment non. Ils veulent survivre.
Mais d'un autre côté, ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt une situation hybride dans laquelle il y a une crise. En même temps, à cause d'une mauvaise gestion et en même temps, évidemment, parce que les États-Unis la poussent. Non. Donc c'est aussi une situation hybride, j'insiste, dans laquelle ceux qui vivent le plus difficilement, eh bien, c'est la population. Ça aussi, c'est une autre réalité. Ici, le Mexique et d'autres pays d'Amérique latine envoient de l'aide. Espérons qu'elle arrive bien là où elle doit arriver. Même les États-Unis ont déjà annoncé plusieurs millions de dollars d'aide qu'ils ont envoyés là-bas, n'est-ce pas? Ce qui est aussi paradoxal, n'est-ce pas? Alors, Mayo, comment vas-tu? Bonjour, salutations, Adilson. Gloria dit. Ça dépend, demain et après-demain, exactement. Bon, d'accord, peut-être que le pétrole va ouvrir en hausse comme tu veux, non? Mais si ces 48 heures passent et que les choses ne se sont pas calmées, alors ça pourrait soi-disant s'aggraver. Si tu as du soufre, c'est que le malin est là, dit Wilco. Comment vas-tu, Wilco? Salutations, dit-il. Aujourd'hui c'est le jour, dit Cordia, et aujourd'hui c'est le jour. De nos jours, chacun fait ce qu'il veut, dit-il. ¿Cómo estás, Jorge? Salud. Salutations à toute la communauté qui arrive, merci beaucoup. Comment va la santé? Elle est très bonne. Bon, on revient dans un petit moment avec d'autres sujets. Merci beaucoup de nous accompagner, d'être ici avec nous, avec moi un petit moment pour discuter. On continue la conversation dans un instant. Portez-vous bien, à bientôt.